constitue le stress, ce qu'il faut travers laquelle je vais, sans avoir la prétention d'être exhaustive, essayer de répondre au fil des diapositives à beaucoup d'interrogations autour de la question et déconstruire quelques idées reçues qui, vous le verrez, ne sont pas toujours vraies. Alors, on entend pas mal de choses autour du stress, que le monde d'aujourd'hui est plus stressant, que les femmes stressent plus que les hommes, que le stress est la cause de toutes les maladies, qui diminue l'espérance de vie, ou encore qui nous donne du cheveu blanc. Mais qu'est-ce que c'est exactement ce stress? Alors, étymologiquement, le mot stress il vient de l'anglais stress, lui-même tiré de l'ancien français destress, qui signifie détresse. Le stress, c'est une notion qui a été introduite la première fois par l'endocrinologue Hans Selye dans son livre The Stress of Life, paru en 1956. Et donc, on peut dire que c'est une notion qui est quand même assez contemporaine. Plus largement, le stress, c'est un ensemble de réponses produites par l'organisme lorsqu'il rencontre une situation qui lui demande un effort d'adaptation. Alors cette situation, elle implique, d'un point de vue un peu psychologique, une perte de contrôle, de l'imprévisibilité, de la nouveauté et une menace à l'ego. Il faut savoir que le stress est une réaction normale et que c'est aussi une réaction qui est quand même subjective. Alors, quelle est l'histoire derrière ce concept ? Lors de ses études médicales, Hans Selye a remarqué que tous les patients, peu importe ce dont ils souffrent, ils avaient quelque chose en commun et subissent tous quelque chose dû à la maladie, introduisant ainsi au début le concept de syndrome état-maladie. Quant à Walter Bradford Canon, qui est le père de l'homéostasie, ses travaux ils ont exercé une grande influence sur Hans Selye. Et en 1936, Selye publia dans le journal Nature une note qu'il intitula « Un syndrome provoqué par diverses causes nuisibles ». Cette communication est l'acte de naissance du syndrome général d'adaptation avec ses trois phases. On a la réaction d'alarme qui cesse avec la disparition de l'agression, la phase de résistance où le corps s'adaptant à l'agression qui continue, concentrant contre lui ses réserves, quitte à être moins résistante lors d'une éventuelle agression ultérieure, et on a la phase d'épuisement. Dans ce cas-là, le corps, exténué par l'effort d'adaptation, flanchant tout à coup, finit par succomber, même si l'agression a cessé. Et c'est ainsi que le stress est né. Alors, qu'est-ce qui peut générer le stress ? Alors, les stresseurs sont divers et variés et touchent quasiment tous les aspects de la vie. Alors, il peut s'agir des exigences de la vie, de la perte d'une personne ou d'un travail, des relations difficiles ou tendues ou l'absence de toute relation et la solitude. On a les petites et les grandes contrariétés de la vie quotidienne, l'accélération du temps ou encore d'autres difficultés qui sont liées à l'environnement. Je me suis aussi posé la question, est-ce que le stress n'est pas juste une notion à la mode ? Et on est en droit de se poser tant le mot stress revient fréquemment dans tous les contextes et toutes les bouches et constitue un sujet récurrent de conversation entre membres de la famille, entre amis, entre collègues de travail, au point de constituer un argument marketing pour les annonceurs et d'être au centre d'une véritable industrie de produits et de procédés supposés lutter contre ce fléau du siècle. Et on peut citer à titre d'exemple plusieurs formations et coachings pour la gestion du stress, des centres de bien-être anti-stress et encore des médications anti-stress. Je n'ai pu m'empêcher aussi de chercher également un peu la physiologie du stress. Alors, pour faire face aux perturbations de son environnement, l'organisme est capable de s'adapter. Il implique les systèmes physiologiques à la fois endocriniens, nerveux et immunitaires. Le système nerveux est impliqué dans ces mécanismes physiologiques et interagit avec les autres systèmes biologiques de l'organisme. Il s'agit donc d'une réponse qui est normale de l'organisme si le stress est aigu, mais à long terme, les structures et le fonctionnement du cerveau peuvent être perturbés quand le stress devient chronique. Bref, physiologiquement, le stress, c'est l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des stresseurs. Sur cette image, vous trouvez les différentes régions du cerveau émotionnel qui sont impliquées dans le ressenti du stress, dans l'interprétation du stress, mais aussi dans sa gestion. Les mécanismes biologiques exacts du stress sont très complexes, mais à des fins didactiques, j'ai essayé à travers ce schéma de vous expliquer un peu le mécanisme global d'adaptation de l'organisme. Alors, lorsque le stresseur amène une stimulation extérieure, l'information est intégrée au niveau du cerveau émotionnel, particulièrement le système limbique et l'amygdale, qui viennent déclencher une réponse adaptative à ce stresseur. Lorsque la réponse adaptative permet la gestion de l'urgence, elle exerce un certain rétrocontrôle négatif sur toute la cascade. Une distinction importante qu'il convient d'apporter, c'est la différence entre stress aigu et stress chronique. Le premier étant adaptatif et donc en quelque sorte un peu normal, le deuxième qui résulte d'un excès d'adaptation conduisant à des perturbations. Le cerveau, il occupe une place
place centrale dans les réponses de stress aigu et permet l'action concertée de l'ensemble des médiateurs biologiques impliqués à travers des réseaux neuronaux interconnectés. Alors, dès la perception de l'événement et l'évaluation de son caractère potentiellement menaçant ou dangereux, les transmissions catécholaminergiques, les CRH, sont mises en jeu en une fraction de seconde, suivies par la CTH et les autres hormones hypophysaires et le glucagon. Ce n'est qu'en plusieurs minutes plus tard que les corticostéroïdes sont libérés par le cortex et les catécholamines par la médula de la surrénale. Cette sécrétion de catécholamines par la médula de la surrénale va activer à travers le nerf vague et le tractus solitaire le système noradrénergique central qui va interagir avec l'amygdale et l'hippocampe, mais notons aussi que l'hypothalamus peut stimuler directement le système noradrénergique central et court-circuiter cette voie. La deuxième phase commence au niveau de l'hypothalamus qui va stimuler l'hypophyse par la CRH, qui va stimuler à son tour par la CTH, la corticosurrénale, pour la sécrétion de glucocorticoïdes. Alors ces glucocorticoïdes vont agir au niveau périphérique en se fixant sur les récepteurs périphériques, mais ils vont se fixer également sur les récepteurs centraux, entraînant un rétrocontrôle négatif sur cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. Alors, le stress chronique, il entraîne des modifications morphologiques de certaines structures du cerveau associées à une altération de la plasticité synaptique et en conséquence, on peut avoir des troubles cognitivo-émotionnels comme présentés avec un peu plus de détails sur ce schéma. Ensuite, comment se manifeste le stress? Il peut se manifester soit par des réactions qui sont physiques, comme une tachycardie, une tachypnée ou des palpitations. On peut avoir des réactions cognitives, c'est les troubles de mémoire ou des pensées négatives. On peut avoir aussi des réactions émotionnelles, comme l'irritabilité ou l'impatience. On peut avoir aussi des réactions comportementales, d'évitement ou encore des conduites à risque, comme la majoration de consommation de tabac ou d'alcool. Ensuite, comment le mesurer? Alors, il est très difficile de mesurer le stress, mais d'une façon peu conventionnelle, on utilise souvent des échelles d'auto- ou d'hétéro-évaluation. Certaines sont citées sur ces diapositives. Il existe également des échelles qui ont été développées récemment pour des populations spécifiques, comme vous pouvez le voir sur la colonne de droite de la diapositive. Alors, parmi les échelles les plus utilisées, on trouve l'échelle de stress perçu, qui est une échelle d'auto-évaluation sous forme de plusieurs questions auxquelles il faut attribuer un score. Ensuite, les scores obtenus ils doivent être calculés selon une formule particulière et interprétés comme présenté sur la diapositive. Il existe une version validée de ce score en arabe classique et également en dialecte marocain. Et des publications plus récentes recourent à la réalité virtuelle et au enregistrement EEG pour la mesure du stress. Alors ensuite, stress et culture, quel lien? Alors le stress est une expérience qui est universelle, mais la façon dont les gens y font face peut varier considérablement en fonction de leur contexte culturel et de leurs valeurs, de leurs croyances, de leurs préférences. Ainsi, les facteurs stressants peuvent changer avec les cultures et au gré des époques. Alors entre la belle-mère stressée qui s'inquiète de perdre les faveurs de son fils au profit de sa femme, à l'influenceuse qui stresse pour le nombre de followers, alors il y a tout un monde. Et de même chez les messieurs, les facteurs de stress varient largement en fonction du contexte culturel et éducationnel. Alors pendant que certains sont stressés pour leur performance au travail ou pour le sort de la voiture, il y en a d'autres qui stressent parce que leur club de cœur se fait encore une fois éliminer prématurément de la Ligue des Champions. Alors, stress et spiritualité, quel est le lien? Au cours de ces dernières années, différentes recherches ont démontré que la spiritualité aiderait à réduire le stress. Le temps que nous passons à méditer, à prier, à apprécier ce qui se passe autour de nous et nous-mêmes nous positionne intelligemment face à la réalité. La religion apporte un sens à la vie aux gens en leur fournissant un ensemble de buts, donc des systèmes de valeurs, donc elle nous aide forcément à gérer notre stress. Est-ce qu'on est égaux face au stress? Eh bien non, puisqu'il existe des différences génétiques ainsi qu'une histoire personnelle qui module notre relation au stress. Une prédisposition génétique associée à des facteurs environnementaux modifie fortement notre perception, notre vécu et notre gestion du stress. Autre question intéressante, qui des femmes ou des hommes stressent le plus? À se fier à une récente étude suédoise publiée en 2023 dans le magazine Nature Neuroscience, qui a été menée sur des rongeurs, il semblerait que les neurones impliqués dans le stress possèdent des récepteurs spécifiques aux œstrogènes, suggérant que les femmes seraient plus en proie au stress que les hommes. Est-ce une ébauche d'explication ou une idée reçue? L'avenir nous le dira peut-être. Ensuite, surcharge de travail, emploi du temps trop serré, hiérarchie trop exigeante,
Alors le stress professionnel existe, bien évidemment. Alors, l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, elle définit le stress au travail comme étant un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Alors certains métiers comme les militaires, les pompiers, les pilotes de ligne, les agents de force et surtout les soignants et les enseignants sont considérés comme très stressants. Et il existe 4 groupes principaux de facteurs de stress au travail. On a des facteurs liés à l'organisation de travail, à l'environnement de travail, la communication, et puis des facteurs subjectifs liés à l'individu. Alors sur cette étude européenne publiée en 2011, menée en milieu professionnel, on note plusieurs paramètres influencent le degré de stress mesuré. Alors sur le tableau en haut et à gauche, on note une différence des seuils de stress en fonction des secteurs d'activité. Et notez que le domaine de la santé reste parmi les domaines les plus pourvoyeurs de stress. Sur le tableau en bas à gauche sont représentées les répercussions et le coût du stress sur les travailleurs. Et puis vous avez les 2 autres tableaux qui montrent que les travailleurs indépendants souffrent de stress plus que les salariés. De même, les hommes semblent être plus stressés au travail que leurs collègues de sexe féminin. Ensuite, existe-t-il un lien entre le mode de vie et le stress? Alors, un mode de vie moderne, avec une mauvaise hygiène de vie, qui inclut de la sédentarité, des substances psychoactives, une alimentation déséquilibrée, diminue notre résistance au stress, mais aussi aux maladies. Ainsi, le stress est un nouveau malaise dans la civilisation, révélateur des dysfonctionnements des sociétés industrielles évoluées et des faiblesses des mécanismes d'adaptation à la fois somatiques et psychiques des êtres humains. Alors, le stress cause-t-il des maladies? Dans ce cas-là, il suffit d'une simple recherche bibliographique pour trouver des centaines de publications qui attestent des liens de causalité entre le stress et des pathologies diverses. Mais je laisserai le soin à nos différents orateurs pour en apporter la démonstration. Ensuite, stress est souvent confondu avec l'anxiété. C'est pourquoi il convient quand même de faire la différence. Alors, contrairement au stress, qui est une réaction normale face à un stresseur, l'anxiété, c'est plutôt une détresse associée à une anticipation de situations stressantes, liée à un discours interne, et non pas à un événement extérieur réel. Souvent décrié, le stress peut-il positif dans certains cas? Eh bien oui, il existe une notion de stress positif appelée eustress, qui consiste à se mettre suffisamment au défi, mais sans épuiser toutes nos ressources. Ainsi, ce type de stress positif nous permet de nous développer dans 3 domaines simultanément. D'abord, sur le plan émotionnel, il procure des sentiments positifs de satisfaction et d'inspiration. Sur le plan psychologique, il nous permet de développer notre auto-efficacité, autonomie et résilience. Et puis physiquement, il nous aide aussi à renforcer notre corps. Je ne donnerai pas de remède, mais je donnerai quand même quelques conseils pour mieux vivre dans ce monde très stressant. Je vous invite à adopter une hygiène de vie saine, et cela peut passer par une bonne qualité de sommeil, une bonne alimentation.